Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous portons notre regard sur le mythique fleuve africain, le Nil, où l'Éthiopie est en train de construire le grand barrage de la Renaissance qui, une fois achevé, sera la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Sa construction a commencé en 2011 sur l'affluent du Nil bleu, dans les hautes terres du nord de l'Éthiopie, d'où jaillissent 85% des eaux du Nil. Cependant, le méga barrage a provoqué entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan une querelle que la communauté internationale veut aider à régler aujourd'hui par des négociations. Pourquoi toutes ces tensions autour de ce barrage? Quelles sont les implications de la mise en fonction de ce fameux barrage? Nos invités du jour nous éclairent sur le sujet. Et avec nous dans ce studio, M. Sadia Zouzou, vous êtes spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Et avec nous dans ce studio, M. Kwadjo Kwame Alain Serge, vous êtes consultant en développement. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Soumoro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Alors, messieurs, on parle beaucoup de ce méga barrage d'une hauteur de près de 145 mètres et qui peut contenir environ 74 milliards de mètres cubes d'eau. C'est vraiment une avancée pour l'Éthiopie qui considère que ça va répondre à un grand défi en alimentation énergétique. Mais d'autre part, certains pays voisins se plaignent. C'est quoi exactement? Quelles sont les causes de cette tension autour du barrage du Nil? Moi, je pense que les causes sont nombreuses. Il faut dire que le Nil est un fleuve de plus de 6700 km qui fait environ une superficie de 2,8 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la France. Le Nil traverse 10 pays de l'Afrique de l'Est. Mais le problème qui se pose, c'est celui de l'Égypte. L'Égypte est située en aval du Nil. Et le pays qui veut construire le barrage, en l'occurrence l'Éthiopie, est situé en amont. Donc il va sans dire que si le barrage est érigé en amont, alors que c'est un grand piège à eau, un grand piège à sédiments, toutes les structures d'approvisionnement hydraulique de l'Égypte vont prendre un coup parce que le débit va chuter et les limons qui permettent d'enrichir les sols vont cesser d'arriver au niveau de l'Égypte et ça va poser un problème, un véritable problème de sécurité parce que 90% des ressources hydriques de l'Égypte émanent du Nil. Et l'Égypte arrive à approvisionner 95% de sa population grâce aux eaux du Nil en eau potable. Et construire ce barrage à l'état actuel des choses va entraîner un véritable problème de sécurité alimentaire pour l'Égypte. Et c'est de là que part tous ces conflits. Alors, mais on va le dire, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, non, c'était juste pour ajouter à ce qu'il a dit. Effectivement, c'est pour prendre un peu ce que Hérodote a dit. Hérodote était un historien et aussi un géographe du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a parlé de l'Égypte comme étant un don du Nil. Donc cela est très très important et on sait très bien que depuis l'évolution du temps, on remarque qu'il y a une certaine emprise et une sorte de veto que l'Égypte a, notamment sur ces fleuves, le Nil. Et le barrage qui a été construit, sur le Nil bleu. Et comme il a dit tout à l'heure, le Nil bleu lui-même, il approvisionne pratiquement à 60 à 80% les eaux du barrage d'Assouan qui a été construit. Alors donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'un des enjeux, c'est d'abord de voir, l'enjeu c'est de voir qui va contrôler. C'est d'abord, en fait, le souhait des uns et aussi la crainte des autres. C'est-à-dire le souhait de l'Égypte en fonction de certains facteurs comme des facteurs économiques, des facteurs démographiques, etc., des facteurs géopolitiques. Donc l'Éthiopie a décidé de développer ce barrage-là pour satisfaire sa demande en électricité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cela ne va entrer aussi bien entendu en conflit avec les intérêts de l'Égypte qui est créé aussi des tensions, non seulement avec l'Égypte, mais aussi avec le Soudan. Donc il faut dire qu'il y a les enjeux sont énormes, ils sont géopolitiques, ils sont économiques, ils sont diplomatiques, ils sont même environnementaux. Alors mais quand on parle justement de conflits économiques, oui. Est-ce que cette infrastructure-là aura une répercussion sur le commerce, on va dire, dans la zone? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vient de le dire, il a dit que l'Égypte c'est pratiquement vit du Nil, des eaux du Nil, à pratiquement 97%, je veux dire. Donc, pour vous dire que sur le plan économique, c'est très important parce que non seulement,
Cette eau irrigue pratiquement à 85% les surfaces cultivées, donc ça aide pour le développement de l'agriculture, mais aussi elle sert aussi pour la boisson. Donc on sait aussi très bien que les limons qui sont déposés par cette eau qui est charriée aident énormément, comme il a dit tout à l'heure, pour l'agriculture intensive. Donc il y a énormément de populations qui sont impactées. Je vais vous dire que, grosso modo, l'Égypte a environ 80 millions d'habitants, mais le Nil lui-même impacte la vie d'environ 400 millions de personnes de façon générale. Donc je veux dire que c'est très très important pour l'Égypte. Mais aussi, de façon, sur le plan économique aussi, l'Éthiopie a pratiquement un taux de croissance d'environ 10% depuis environ 10 ans. Et sa population croît, je veux dire qu'on dit en 25 ans, la population de l'Éthiopie a accru d'environ 25 à 30 millions d'habitants. Donc il y a des enjeux économiques, des enjeux démographiques très très importants. Il faut satisfaire les besoins de ce pays-là, de ces personnes-là, de cette population en électricité. Et puis un autre facteur qui est très important, c'est que depuis un certain moment, donc on a remarqué que effectivement des pays comme la Chine ont décidé de délocaliser la plupart de leurs industries dans cette zone-là en Éthiopie. Et à côté de l'Éthiopie, il y a Djibouti aussi, où presque tous les pays du monde entier, les grandes puissances, ont décidé d'installer leur base, notamment à Djibouti, les États-Unis, la Chine, la France, etc., etc. Donc c'est un élément très très important sur le plan économique. Et l'Éthiopie espère pouvoir vendre environ, après, avec les pluies, pouvoir vendre au moins l'électricité, après avoir satisfait ses besoins internes, vendre l'électricité et escompte environ 700 à 730 millions de dollars par an en ce qui concerne les revenus de la vente d'électricité. Pour tous les autres pays, non seulement pour elle, mais tous les autres pays qui dépendent du bassin du Nil, on a parlé tout à l'heure d'environ 11 pays. Donc je veux dire que c'est un enjeu vraiment très important, mais c'est un enjeu aussi de souveraineté. Parce que, en fait, à cause du fait que les études, on a reproché à l'Éthiopie de ne pas avoir réalisé des études d'impact environnementaux, etc., etc. Donc ça fait que les besoins en financement qui ont été exprimés par l'Éthiopie à l'international ont essuyé une fin de non-recevoir. Donc l'Éthiopie a décidé de façon souveraine en utilisant sa population, notamment en diminuant le salaire des travailleurs, en ayant recours aussi aux obligations des diaspora bonds, les bons de la diaspora. Il y a quelques pays comme la Chine. La Chine est intervenue dans le financement de ce barrage à 1,8 milliard de dollars. Et le Djibouti, c'est environ 300 millions de dollars qui ont été injectés par ce pays-là pour soutenir ce méga barrage. Donc je veux dire que les enjeux sont énormes, ce sont des enjeux de souveraineté, et sur le plan économique, c'est véritablement très 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 important pour ce pays. Et sur le plan diplomatique, il permet d'accroître l'hydropuissance aujourd'hui de l'Éthiopie. Et là, on y reviendra tout à l'heure. Exactement. Justement, la question que je veux poser à ce moment, quand on sait que le barrage, la construction du barrage en elle-même n'a véritablement pas posé de problème, mais il s'agissait de l'alimentation. Oui. Je crois les 3 principaux pays, l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan, ils avaient... le barrage devait être rempli à un certain niveau et à une certaine période, ce que l'Éthiopie n'a pas respecté en griffe et a accéléré les travaux. Au-delà de ce fait, est-ce forcément le barrage, on va dire l'hydroélectricité qu'il faut? Est-ce que l'Éthiopie n'aurait pas pu développer le solaire quand on sait cette tension-là? Bon, moi je crois que chaque pays développe sa stratégie d'approvisionnement d'électricité selon les ressources naturelles dont il dispose. Et je crois que la ressource naturelle la plus en vogue, la plus en vue pour l'Éthiopie, c'est l'hydroélectricité. Regardez, l'Égypte n'a pas de difficulté en matière de production d'énergie, parce que l'Égypte est un puissant pays producteur de pétrole et de gaz. La preuve en est que quand vous prenez la répartition des sources d'énergie au niveau de l'Égypte, 90% provient des centrales thermiques. Donc c'est dire que l'hydroélectricité même contribue à hauteur de 7%. C'est quelque chose qui n'est pas important du moins. Mais la problématique, c'est celle de la sécurité alimentaire par rapport aux ressources en eau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Éthiopie, au-delà même de pouvoir booster son secteur économique, veut se repositionner du point de vue géostratégique, du point de vue de la diplomatie, du point de vue du contrôle de la zone. Quand on connaît les relations diplomatiques qu'entretient l'Égypte avec les États-Unis, du point de vue militaire et économique, l'Éthiopie aussi veut se repositionner.
Mais au-delà de ce repositionnement, il faut voir l'aspect économique de la chose. Et c'est un barrage qui va être construit, qui va être érigé pour 3 objectifs. Doper la croissance économique du pays, parce qu'on ne peut pas bâtir une économie forte sans un secteur énergétique qui est puissant et qui est résilient. Deuxièmement, c'est dynamiser le secteur agricole à partir d'une agriculture irriguée et puis faire exploser la production d'énergie électrique qui va passer à plus de 6000 MW. Donc, vous regardez un peu les répercussions sur le plan socio-économique qui vont entourer la construction d'un tel barrage, quand on sait que l'Éthiopie est un pays où la demande en énergie est de l'ordre de 30% par an. Ça veut dire que c'est un pays dont l'économie est dynamique, dont l'économie bouge. Mais, concernant la question du remplissage du barrage, l'Égypte, dans les différents accords internationaux, avait demandé à ce que ce barrage-là soit rempli sur une période de 15 ans. Mais ce que n'a pas approuvé l'Éthiopie, qui voulait le faire en 4 ans, 5 ans. Parce que vous savez, quand on fait un projet, on respecte forcément ce qu'on appelle l'EES, étude d'impact environnemental et social. Les gens pensent que les Éthiopiens n'ont pas respecté ce principe, mais moi je m'inscris en faux parce qu'on ne peut pas réaliser un projet d'une telle envergure sans tenir compte de tous ces paramètres. Il y a un enjeu économique qui est en jeu. Le barrage devait être livré depuis pratiquement 5 ans, mais à cause des différents atermoiements qu'on a connus, et je crois que c'est d'ici 2022 que le barrage sera livré. Actuellement, on nous parle d'un taux d'exécution de 55%. Donc, au-delà même de l'aspect diplomatique, il y a l'aspect économique de la zone, parce que l'Éthiopie aussi veut exporter son énergie, comme mon co-débatteur vient de le dire. L'Éthiopie veut exporter l'énergie parce qu'on connaît les difficultés que connaît le Soudan. Donc, l'Éthiopie veut être un puissant partenaire économique du voisin soudanais, au détriment de l'Égypte, qui est une puissance. Alors justement, on parle de... C'est tout juste pour ajouter qu'il faut tout de même ajouter que la construction du barrage quand même immobilise environ 10 000 personnes. Et 10 000 personnes qui travaillent sur ce chantier pharaonique, pour le dire, c'est quelque chose de très, 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 très important. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il le dit. Mais tout à l'heure, quand il parlait du fait que l'Éthiopie n'est pas fait d'études d'impact environnemental, je veux dire que c'est possible que ce soit fait, mais toute la littérature que nous avons pu consulter nous a montré en tout cas que l'environnement, les études d'impact environnemental n'ont pas été exécutées, ou bien soit ils ont été exécutés et ils ont tout simplement été ignorés. Alors, donc, on sait très bien que ce barrage-là va impacter la vie d'au moins 20 000 personnes. Et la crainte de l'Égypte aujourd'hui, c'est d'éviter ce qui s'est passé lors de la construction du barrage d'Assouan en Égypte, je veux dire, par l'Égypte. Et la construction de ce barrage-là a fait disparaître environ deux tiers, je veux dire, au niveau de la diversité, soit par exemple au niveau des espèces, au niveau des poissons. Dans le Nil a disparu. Il y a aussi une crainte que toute une forêt disparaisse, parce que quand on construit un barrage, effectivement on l'a vu ici en Côte d'Ivoire, ça et là, et partout ailleurs où on construit un barrage, ce sont des populations qui sont pratiquement déplacées. Je vous ai tout à l'heure parlé de 20 000 personnes qui vont être déplacées, quand l'Éthiopie lui-même parle de 500 et quelques personnes, mais c'est tout à fait faux. Donc on sait très bien que l'Éthiopie, c'est environ 100 millions d'habitants aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est véritablement important, c'est un enjeu capital pour l'Éthiopie, mais en même temps, c'est une menace vitale. Parce que pour l'Égypte, le barrage, les conséquences que le Nil va endosser, que par exemple l'Égypte va endosser, ces conséquences effraient à la longue. Est-ce que ça ne va pas impacter négativement l'économie égyptienne et permettre à l'Égypte aussi, qui est en perte d'influence aussi au niveau de la région, parce que il faut dire que le projet du barrage date depuis très très longtemps, mais il a fallu qu'il y ait le printemps arabe en 2011 pour que l'Éthiopie profite de la faiblesse de l'Égypte pour pouvoir lancer la construction de ce barrage. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Justement, parlons de cet équilibre-là, de ce jeu de force entre ces deux pays. Quand on parle de ce barrage, il y a une image qui me revient, c'est la Turquie. Comme on le dit en tout cas au niveau de l'Europe, la Turquie c'est un peu le robinet du Moyen-Orient, avec les barrages aussi qu'ils ont fait là-bas, ce sont eux qui alimentent la Syrie, l'Irak et autres. Est-ce que l'Éthiopie, avec ce barrage, ne veut pas avoir, une carte à jouer pour avoir une certaine domination sur la zone?
une certaine maîtrise géopolitique sur la zone? Effectivement, ça fait partie de leur objectif, même si c'est un objectif inavoué pour plusieurs, mais ça fait partie de leur objectif. Moi, je suis convaincu que si c'était l'Égypte qui était dans cette situation, l'Égypte n'allait pas céder. L'Égypte n'allait pas céder. Regardez aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée de jeu, l'Égypte est un pays qui est un puissant pays producteur de pétrole et de gaz. Donc l'Égypte a su asseoir son autonomie du point de vue énergétique. Mais c'est la même chose que l'Éthiopie veut faire, seulement que c'est la source. C'est la source qui permet d'avoir de l'électricité qui diffère. Et c'est là que le problème se pose, c'est là que la problématique se pose. Mais ce que je vais ajouter, c'est que les pays ne tablent pas sur les enjeux environnementaux. Les pays tablent sur les intérêts qui prévalent dans la situation du moment. Aujourd'hui, l'Éthiopie voit que la construction d'un tel barrage va booster son économie. Alors que c'est un pays qui a un taux de croissance de 8 chiffres, qu'on appelle 8% par an. Le pays veut passer à 2 chiffres, c'est-à-dire 10% par an. Et la construction de ce barrage-là est bienvenue. Donc, quitte aux Égyptiens de se plaindre. Mais moi, je pense que c'est le temps pour l'Égypte de chercher à développer des stratégies de résilience. Parce que le barrage, il est déjà lancé. Le barrage est exécuté à un taux de 55%. L'Égypte doit commencer à réfléchir dès maintenant sur les stratégies de résilience, sur la façon dont il faut faire pour pouvoir faire face à ces difficultés. Parce que c'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants, dont 95% de la population est approvisionnée en eau potable par ce barrage. D'entrée de jeu, j'ai signifié que 90% à 95% des ressources hydriques de l'Égypte sont issues du barrage. Mais quand vous prenez un cours d'eau, il a sa source, il a son embouchure. Mais est-ce que, si on doit tenir compte de tous ces effets-là, les pays sont situés en amont, mais ils ne vont pas ériger des barrages, ils n'auront pas de vie économique séculière. Donc, je pense que nous sommes dans un système où ce sont les enjeux qui prévalent et non les intérêts environnementaux. C'est ce que je vais ajouter sur la question. Bon, il y a quand même une évolution. J'ai dit tout à l'heure dans l'évolution des rapports de force. L'Égypte était la grande puissance de la région, incontestée, il y a quelques années de cela. Et je vais dire que dans cette compétition, l'Éthiopie est en train de voir les choses changer. Déjà de plus en plus, d'abord sur le plan démographique, il y a beaucoup plus d'habitants maintenant en Éthiopie qu'en Égypte. Et donc, l'Éthiopie a constaté aussi, je vais dire, une faiblesse, que l'influence de l'Égypte a commencé à faiblir dans la zone. Un autre facteur qui est très important, c'est que l'Égypte a voulu se servir du Soudan pour essayer d'infléchir, je vais dire, la décision de l'Éthiopie de construire ce méga barrage. Mais finalement, avec la force diplomatique éthiopienne, l'Éthiopie a réussi, à retourner le Soudan en sa faveur dans ce projet en lui faisant miroiter les avantages que le Soudan pourrait tirer de ce barrage-là, notamment du fait que la construction de ce barrage va permettre sur le plan de l'approvisionnement en eau. On sait très bien que généralement dans le mois d'août et dans le mois de septembre, il y a des crues du Nil qui inondent les terres au niveau du Soudan. Et donc ça fait perdre les récoltes. Donc c'est un problème. Donc la construction de ce barrage viendra réguler le débit du Nil et cela fera en sorte que ces terres-là ne pourront pas être émergées. Ça c'est de 1. De 2, l'Éthiopie a réussi à démontrer qu'il est au Soudan qu'il est dans son intérêt d'être de son côté parce que lorsque le barrage sera fini, il y a cette possibilité d'avoir une autre alternative, d'acheter de l'électricité moins chère parce que dans ce domaine, le Soudan n'est pas autonome encore dans ce domaine. Et qui plus est, l'Éthiopie a réussi par la diplomatie à faire comprendre aussi au Soudan que effectivement, lorsque la descente des limons annihile la capacité de production des barrages soudanais, parce qu'il y a des barrages au Soudan. Et souvent, cet impact-là est souvent de 40% des capacités du Soudan. Donc le Soudan voit là une opportunité de pouvoir régler, d'être beaucoup plus tranquille lorsqu'il y a des crues, et aussi, bien entendu, de pouvoir s'approvisionner en électricité à moindre coût. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Et justement, autour de ce barrage, on a eu des négociations qui ont commencé entre l'Égypte, Addis Abeba et Khartoum, mais ces discussions ont été suspendues. Actuellement, où est-ce qu'on en est sur les discussions autour de ce barrage? Concernant les discussions, c'est le statu quo. C'est le statu quo parce que l'Éthiopie veut aller droit au but,
l'Éthiopie a pour objectif de finaliser ce barrage. Donc, à partir du moment où l'Éthiopie veut finaliser, je pense qu'il n'y a plus de discussion. Et si peut-être qu'il devait avoir des discussions, ces discussions-là devraient plus s'appesantir sur les modalités du remplissage du barrage. Je pense que c'est sur ce point-là qu'il y a eu des différents points de discorde. Parce que l'Égypte demandait 15 ans, l'Éthiopie demandait 4 à 5 ans, parce que l'Éthiopie veut booster son secteur. Et à ce niveau, ils ont demandé à ce que plusieurs pays, tels que les États-Unis ou bien les institutions de Bretton Woods, tels que le FMI, viennent pour jouer la médiation. Mais l'Éthiopie a vu qu'il y avait trop d'affinités entre l'Égypte et ses institutions. Donc l'Éthiopie s'est retirée très tôt. Et tout à l'heure, je vous ai dit que la construction de ce barrage est un enjeu géostratégique, est un enjeu de positionnement. La Chine a contribué à la construction de ce barrage. Et il y a aussi la Russie de Poutine qui veut aussi s'implanter au niveau de l'Afrique. Et l'Afrique de l'Est, notamment les pays du Grand Lac, sont des pays qui ont des potentialités économiques. Et la Russie veut s'imposer. La Russie veut avoir une emprise sur l'Afrique pour pouvoir gêner certains pays tels que la France et autres. Donc la Russie, dans ce jeu-là, peut venir financer, apporter de l'argent et puis sur le plan diplomatique faire une couverture par rapport à l'Éthiopie de telle sorte que des sanctions ne soient pas prises sur ce pays-là. Et c'est là que l'Éthiopie a de la force parce que figurez-vous que la Russie a un droit de veto et là où la Russie s'impose, il est difficile de la débouter parce que c'est un pays qui est puissant militairement, c'est un pays qui est puissant en matière de renseignement, c'est un pays qui est puissant économiquement et qui veut s'imposer sur la scène internationale. Oui, moi je veux dire que, par exemple, quand on négocie, les résultats qu'on obtient en matière de négociation sont fonction de la position qu'on occupe, du rapport de force. Je veux dire, dans le cas d'espèce, je veux dire que l'Éthiopie est en position de force. Donc, ce sont les autres pays, comme on l'a démontré tantôt, qui sont les autres pays qui sont en train de négocier avec, je veux dire, l'Égypte et le Soudan. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'Éthiopie a réussi à retourner pratiquement le Soudan en sa faveur. Donc, il reste maintenant l'Égypte qui se retrouve pratiquement seule. Voilà. Donc, je veux dire que le fait, par exemple, que les autorités éthiopiennes commencent à envisager d'autres solutions, par exemple, notamment en ayant recours au bassin du Nil, aux eaux du bassin du Nil, c'est-à-dire sur un arbre phréatique. Donc, et aussi voir dans quelle mesure elle peut procéder peut-être à la désalinisation des eaux de mer au niveau de la Méditerranée. Donc ce sont des signes qui montrent que véritablement l'Égypte, parce qu'il faut le dire dans cette discussion, c'est l'Égypte qui est en pole position. Donc l'Égypte est pratiquement en train d'envisager d'autres solutions. Mais je veux dire qu'il y a eu plusieurs négociations, il y a eu plusieurs rounds depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui et les discussions continuent. Et parfois, comme il a dit tout à l'heure, certaines négociations sont récusées au profit de d'autres parce qu'il y a des intérêts sous-jacents, il y a des puissances qui cherchent à se positionner dans ce contexte-là. Donc je veux dire que tout récemment d'ailleurs, l'Union africaine avait, avant cela, 2018, 2020, et l'Éthiopie a fait appel à l'Union africaine à travers son président actuel en exercice actuellement, c'est le président congolais Tshisekedi, je crois, pour essayer de faire la médiation à ce niveau-là. Mais ça a été refusé. Cette médiation a été refusée aussi à son tour par l'Éthiopie et le Soudan, qui demandent plutôt, je vais dire, une médiation beaucoup plus élargie au niveau de l'ONU. Or, on sait très bien que l'Organisation des Nations Unies est une organisation qui, lorsqu'elle intervient dans les conflits, elle intervient très souvent en faveur aussi des intérêts peut-être locaux, mais aussi des intérêts internationaux. Donc je veux dire qu'on va aller de négociation en négociation. Mais ce que je sais, c'est qu'en diplomatie, il y a ce qui se dit publiquement et il y a ce qui ne se dit pas, il y a les non-dits. Officiellement, la construction de ce barrage est contestée, il y a des plaintes contre l'Égypte, il y a parfois plutôt contre l'Éthiopie, il y a même parfois des menaces aussi. Il faut le dire, à peine voilé, mais le barrage continue. Ce que les pays espèrent, je pense ma part, c'est les modalités du partage des fruits de la construction de ce barrage. Parce qu'après, quand on ne peut pas s'affronter de façon directe, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la stratégie de la négociation. Et donc, les uns et les autres sont en train de voir là si, sur le plan juridique, ces pays qui
ceux qui craignent d'être lésés par la construction de ce barrage peuvent obtenir des compensations. Donc c'est à ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. Donc on vient de voir, si vous suivez l'actualité, vous allez savoir, vous allez voir qu'effectivement, il y a une grande partie des eaux du barrage le barrage a été rempli à la faveur et fort opportunément du fait qu'il y a une pluviométrie nombreuse actuellement dans la zone qui a permis actuellement de remplir le barrage. Donc voici ce que je peux dire à ce propos. Et nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais très rapidement, c'est avec vous que nous allons terminer. Est-ce qu'au-delà de ces négociations, on peut craindre des tensions, on peut craindre des conflits armés? Et effectivement, des conflits peuvent déboucher suite à la construction d'un tel barrage. Des conflits d'abord en interne au niveau de l'Égypte. J'ai dit que l'Égypte est un pays qui a environ 100 millions d'habitants. Et 95% des ressources du Nil permettent d'approvisionner la population égyptienne en eau potable. Donc si le barrage est érigé et que le débit au niveau de l'Égypte est très faible, il va se poser un problème de sécurité alimentaire. Il va se poser un problème de développement du secteur agricole, alors que c'est un pays qui est agricole. Et si ce problème-là se pose, ça peut entraîner des remous sociaux au niveau de l'Égypte qui peuvent faire partie les autorités actuelles. Et pour éviter que cela arrive, et ces autorités-là peuvent, je ne sais pas, mais créer des conflits diplomatiques, ça peut être politique. N'oubliez pas que l'un des précédents directeurs du barrage de la Renaissance a été retrouvé mort dans son véhicule au début des hostilités, au démarrage de la construction. Donc c'est dit que ces conflits-là peuvent aller loin. Ces conflits-là peuvent aller loin. Ces conflits peuvent aller loin, mais il est temps et nous avons encore le temps, toutes nos autorités ont encore le temps pour intervenir et surtout encadrer ces négociations pour aboutir à des conclusions qui permettent de satisfaire toutes les parties au niveau du barrage de la Renaissance. Messieurs, merci pour vos éclairages. Je rappelle que nous étions avec M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique, merci et M. Kwadjo Kwame Alain Serge, vous êtes consultant en développement et nous avons parlé de ce fameux barrage de la Renaissance sur le Nil, un enjeu géostratégique. Messieurs, mesdames, c'est ici que se referme cette émission. Agréable suite de programme sur nos antennes.